Bonjour Robert Rivaton. Bonjour. Directeur général de Stonal et fondateur de Real Estate, également membre du conseil scientifique de la Fondapol, et vous êtes l'auteur de Sourions. Nous sommes filmés aux éditions Alpha. Bonjour Gaël Sliman. Bonjour. Président d'Odoxa, et Stéphane Van Nuffel, bonjour. Bonjour Nicolas. Fondateur de SVH Conseil. On écoute tout de suite Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, qui s'est exprimé hier au sujet de la dette, de la crédibilité de notre trajectoire budgétaire pour 2026. Nous avons le choix entre faire des efforts indispensables, inévitables, maintenant, volontairement, en les maîtrisant et en le faisant avec intelligence, plutôt que demain subir l'austérité, après un choc qui nous serait imposé par l'extérieur. Voilà, c'est Pierre Moscovici. Robert Rivaton, chaque fois, on a l'impression qu'on est plus près du mur. On va dans le mur, puis maintenant on est presque dans le mur, puis on va être dans le mur. Et on se dit que ça peut bien finir un jour par arriver, ce fameux choc de marché, ce fameux incident de crédit. Ouais, alors... C'est exactement le résumé des propos de Pierre Moscovici. Ça fait un moment que dans cette émission, je dis qu'on va vivre un Liz Truss moment. Oui. Ça fait vraiment un moment, j'y ai retrouvé, ça fait presque 2 ans et demi. Donc ça fait quand même 2 ans et demi. Un petit moment. C'était décembre 2022. Décembre 2022, c'était septembre 22, le moment de Liz Truss moment. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On a perdu toute discipline budgétaire. On était avant la crise du Covid à 50 milliards de déficit par an. On est à 150 milliards. On était à 800 euros par Français. On est à 2400 euros par Français de déficit public chaque année. C'est 10% de ce que touche un Français. C'est le 13e mois, quoi, grosso modo, de déficit public. Ce n'est absolument pas tenable. Face à ça, on a une dette qui est absolument gigantesque. C'est 300 milliards à aller chercher sur les marchés cette année. 300 milliards sur 365 jours, c'est facile. Ça fait quasiment 1 milliard par jour. Tous les 15 jours, l'agence France Trésor, Bercy, va sur les marchés et demande 15 milliards, 15 milliards. 15 milliards, 15 milliards. Entre 10h et midi. Et pour l'instant, ça se passe bien. Et pour l'instant, tout le monde se dit, mais il n'y a aucun sujet, la dette est sursouscrite, il y a des gens qui arrivent. Les taux sont proposés, montent un petit peu, mais au final, ils montent pas tant que ça. Ça reste raisonnable et gérable. Les taux, aujourd'hui, sont tenables. On est à 70 points de base de l'Allemagne. On devrait normalement être à 150. On est à 3, on a une dette, la totalité de notre dette, notre stock de dette, qui est une dette assez court terme, les gens ne s'en rendent pas compte, mais la dette de l'État, c'est 8 ans en moyenne. Oui, c'est pas une dette longue. 8 ans, c'est 3,15%, et notre taux actuel, c'est 3,50, donc elle va remonter progressivement vers ces 3,50, et on pourrait se dire, mais en fait, on peut continuer avec nos 150 milliards de déficit chaque année. Pourquoi ça ne va pas durer? Le premier point, c'est que les crises de marché, c'est toujours soudain. Il n'y a jamais de signe avant-coureur. La Grèce, quand Papandréou arrive en Grèce en octobre 2009, il dit on n'est pas à -4, on est à -12. En décembre, il dit on n'est pas à -12, on est à -16. Il émet de la dette en janvier, ça passe crème. Il émet de la dette en mars, c'est 3 fois sursouscrit, la dette grecque de mars 2010. Et à partir d'avril, la Grèce passe de 6% de taux de yield, de coût des obligations, à 38%. Les crises de marché, c'est toujours inconnu. Et la France a un deuxième problème, et c'est un problème majeur, c'est que notre dette est détenue par des étrangers. À 53%. 53% détenus par des étrangers, 25% par la Banque de France, 10% par les assureurs français, 10% par les banques françaises. Les autres pays, c'est beaucoup, beaucoup moins. Le Royaume-Uni, dont on parle toute la journée, le Royaume-Uni, c'est 30% de dettes détenues par des étrangers. Les États-Unis, dont on parle tout le temps, c'est 30% de dettes détenues par les étrangers. Nous, on est à 55. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où vous ratez une émission, vous dites, mon taux ce que je veux émettre comme dette, c'est pas 3,25, et les gens qui se pointent au guichet, ils vous disent, en fait, je l'achète, mais c'est 3,75, 4,25. 4,50. Le moment où vous ratez cette émission primaire, tous les gens qui ont votre dette dans leur book, ils se disent, mais en fait, ce papier qu'on m'a vendu, il va pas du tout le bon prix. Et donc, ils se mettent à le vendre. Et c'est ça le phénomène de la dette. C'est qu'il vous suffit d'un tout petit pet de marché, un tout petit accident, pour que tous les gens qui ont de la dette la vendent. Et pour rappeler, quand le taux augmente, la valeur de l'obligation baisse. C'est un peu contre-intuitif. Et les gens, quand c'est des banquiers qui sont à Paris, où vous leur passez un coup de fil, le ministre du Trésor, le ministre des Finances, il décroche son téléphone, il passe un coup de fil au banquier, il lui dit on est à peu près dans le même bateau, si l'État coule, tu coules. Donc tout le monde appelle le patron d'AXA, pas de bêtises. Les gens ne vendent pas. Quand le gars il est à Oslo, à Riyad ou à Tokyo, autant vous dire que de savoir le coup de fil de notre ministre de l'économie actuel, ils sont cogne un petit peu et donc il vend. Et donc c'est ce qui va se passer en France. Ça va arriver dans l'intervalle entre maintenant et la présidentielle de 2027 qui de toute façon présente un risque politique tellement important que de toute façon les investisseurs internationaux à ce moment-là se ressortiront. Et la seule solution, qu'est-ce qui va arriver? Il va falloir prendre son bâton de pèlerin,
aller à Francfort, demander l'activation du mécanisme anti-fragmentation de la zone euro. Le fameux TPI, qui n'a jamais été activé jusqu'à présent. Et on va aller demander ça. Petit signe, qu'est-ce qui va se passer? Nos amis hollandais, allemands, autrichiens, ils vont nous dire, bon les cocos, vous êtes à 150 milliards de déficit, vous êtes à moins 6 depuis 8 ans là. Ce que vous allez faire, c'est moins 5% sur les retraites, moins 5% sur le traitement des fonctionnaires, moins 5% sur les dépenses de santé. Vous allez nous rajouter 5 points de TVA. Le package, ça fait 100 milliards. Et avec ça, vous repassez à peine ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous repassez à 2% de déficit. Et c'est comme ça que notre politique, ils veulent ça. Ils veulent arriver au JT en disant bonjour mes chers compatriotes, ces enfoirés d'Allemands et de Hollandais nous ont obligés à vous faire subir la tonte. Et c'est comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça va arriver. Et c'est terrible parce que on voit bien qu'on pourrait faire les efforts pour éviter ça. Mais au final, les Français et leurs politiques et même les dirigeants économiques désormais sont convaincus que c'est la seule solution pour s'en sortir. Et juste un tout petit point, une des conditions pour rentrer dans le mécanisme anti-fragmentation, c'est de ne pas être sous procédure de déficit excessif. Comme par hasard, alors que rien ne s'est amélioré dans ce pays, on nous a sorti de la procédure de déficit excessif il y a 3 semaines. Je ne vais pas faire du complotisme de bas étage, mais c'est quand même assez intéressant de voir la cohérence ou la concordance des deux. Le feuilleton là que vous venez de raconter, c'est exactement comme ça que se déroule un vrai incident de crédit. Ça se passe exactement comme ça. Souvenez-vous, en Italie, Berlusconi est écarté des affaires en 2011. Il a fallu appeler un techno que tout le monde connaissait, en qui tout le monde avait confiance, pour amener un peu de sérénité sur la dette italienne. Les taux s'étaient emballés en quelques jours. Et le truc, ça se fait en moins d'une semaine. En 48 heures, 3 jours, c'est réglé là. C'est le taux primaire et c'est le taux secondaire qui s'enflamme. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et dans ces cas-là, un pays comme le nôtre, compte tenu des niveaux d'emprunt et de dette dont nous avons besoin pour faire tourner la machine, on a à peu près 2 mois avant d'être en banqueroute totale. 60 jours de cas là. J'apporterai juste... Alors, sympa, bon réveil. D'abord, on va y aller, on va partir en vacances parce qu'après... on va voir ce qu'en pense l'opinion avec Gaël dans un instant. On va laisser les clés, moi, je partage 90% de ce qui a été dit. Non, c'est l'horreur, ce genre de truc. C'est ce qu'il y a de pire à vivre. Mais Nicolas, c'est ce qu'il y a de pire à vivre. Et derrière, tu as le consentement à l'impôt qui est écorné. Et toutes les révolutions sont parties de problèmes fiscaux. Justement, Nicolas, la grosse différence fondamentale, je le redis parce que souvent ici, on l'a dit. Évidemment, il y a ce scénario qui est très négatif. Et il aurait déjà pu arriver sur les 30 dernières années. Il y a eu 2-3 moments où on a été dans des situations complexes aussi en France sur ça. Soit déficit excessif, soit dette trop lourde, etc. Bon. Mais c'est la France. Et vous avez donné 2 exemples. Pardon, la Grèce, c'est un exemple. L'Italie, c'est déjà plus intéressant parce que c'est un pays plus puissant. Le point commun, Papandréou ou à l'époque l'Italie avant qu'il ne fasse venir les technocrates européens, Mario Monti, c'est la faiblesse politique. Donc le vrai sujet, c'est moi la seule chose, je ne partage pas l'avis que la France peut être demain en banqueroute. On parle de la France. Donc les enjeux sont trop importants. C'est-à-dire que là, par rapport à ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne sur les 24 ou les 48 dernières heures, en France, on a la force de l'euro, on a la force d'être quand même lié à l'Allemagne très fortement. Vous parliez des spreads de taux. Si la dette française part à la casse, tous les portefeuilles étrangers que je pratique au quotidien avec mes clients, ils ont l'OAT français et la dette primaire allemande. Donc de toute façon, tout part ensemble. C'est totalement différent de l'Italie, qui pourtant est la 3e économie européenne, on va le dire. Et alors la Grèce, c'est même pas la peine d'y penser. Non, mais on n'a jamais dit qu'on était la Grèce. La Grèce, les gens achetaient de la Grèce pour faire de ce qu'on appelle du high yield, c'est-à-dire de haut rendement. Donc même avant que ça monte à 38%, de toute façon, on allait chercher du risque quand on prenait la dette primaire grecque. C'est pas le cas avec la France, c'est pas le cas avec l'Allemagne. Tous les portefeuilles, des BlackRock pour les retraités américains ou des fonds euros français, il y a de la dette française ou de la dette allemande. Maintenant, juste pour finir, la seule inquiétude que je partage avec Robin, très clairement, c'est le vrai sujet, c'est qui va avoir les clés en France pour empêcher la crise politique qui entraîne ça. Parce que c'est ça la vraie inquiétude. La vraie inquiétude, c'est la banqueroute française, je n'y crois pas, c'est jamais arrivé, à part en 1638 ou 1678. On a rappelé hier 1797. Ouais, voilà, pardon. Et les assignats. Les fameux assignats et les règles de l'eau. Bref, maintenant, c'est juste ça qui peut être inquiétant, c'est qu'il est très très clairement aujourd'hui visible que nous n'avons absolument aucune majorité politique et aucun homme politique, je le dis très clairement, d'envergure, qui soit technocrate européen ou qui soit homme politique français de caractère, pour dire à même un Saoudien, même une dette américaine, un détenteur de dette française américain, tu vas faire ça ou tu vas quand même la prendre parce que c'est ça le vrai sujet. Jusque-là, on avait cette capacité. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a plus.
Gaël, C'est ça le vrai risque. finalement, oui, on est sur un sujet plus politique qu'économique, Oui, d'ailleurs. je sais pas si on est sur un sujet plus Quel politique Slimane. qu'économique, mais je rejoins ce qui vient d'être dit sur l'aspect politique, le blocage politique dans lequel on est. D'abord, le scénario catastrophe que Robin vient de nous décrire est partagé par nos concitoyens. Quand on regarde notre baromètre économique mensuel, on a 80% des Français qui disent que leur moral économique est complètement défaillant. On en a 80% aussi qui disent qu'ils sont inquiets par la dette et les déficits, par cette situation. Mais par contre, comme nous tous ici, je pense, il n'y a personne, pas un chat en France, qui puisse croire la promesse de François Bayrou. Quand François Bayrou dit « nous allons réduire de 40 milliards les déficits en 2026 », on a 83% des Français interrogés Je n'y crois pas. qui nous disent « mais c'est une blague, ça n'est pas sérieux, il ne le fera pas ». Parce qu'ils veulent pas. Et non, pas du tout parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils savent qu'il ne le fera pas. Et vous avez les 3/4 des sympathisants Renaissance, c'est les derniers des Mohicans, ils disparaissent, ça fond comme neige au soleil. Donc les sympathisants Renaissance et du centre qui soutiennent ce gouvernement, qui disent bah oui, c'est vrai que c'est pas vrai, il le fera pas. Ensuite, sur l'autre engagement fort qui est de ramener à 3% d'ici 2029 3% du PIB, le déficit, on est aussi à plus de 80% des Français qui se marrent, qui disent c'est pas sérieux, on sait bien qu'il ne le fera pas. Et évidemment, ils ont raison, il ne peut pas le faire. Et pourtant, alors je ne m'inscrirai pas sur des projections et des pronostics, parce que étant sondeur, on évite de faire des pronostics, sinon on peut dire des bêtises, et donc je me risquerai pas là-dessus, l'instant T, la photographie, tout ça. En revanche, le scénario catastrophe qui a été décrit, et je partage ce que tu disais il y a un instant, il est inéluctable, enfin pas forcément que ça arrive, mais qu'on ne puisse pas résoudre le problème, c'est inéluctable. Et c'est lié à la situation politique dans laquelle nous sommes. Je l'avais dit il y a un instant. Depuis la dissolution, comment voulez-vous, mettons-nous 2 secondes, parce qu'on tape sur les politiques, mais mettons-nous 2 secondes à la place de n'importe quel homme politique aujourd'hui en situation. Vous savez, François Bayrou, par exemple, sait très bien, et les Français l'ont compris, que s'il dit on va jouer sur les pensions retraite, on va travailler, vous n'aimiez pas les 64 ans, et vous savez quoi, ce sera 65. Toutes les mesures qu'il pourrait proposer qui auraient des conséquences favorables sur la situation de la dette notamment, ou la situation économique du pays, il n'a pas la majorité pour les faire passer. Et d'ores et déjà, des formations politiques qui peuvent le faire tomber, on dit, dont le Rassemblement national, autant sur la dernière motion de censure, on n'a pas suivi, mais attention, parce que si dans ce qu'il nous propose pour le budget 2026, François Bayrou s'en prend, la liste était une liste à la Prévert, aux retraités, aux fonctionnaires, il y a une liste interminable, alors on vous prévient, on le fera sauter. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, ils sont dans une situation d'empêchement majeur liée à la dissolution, et ça veut dire, pour le coup, ce pronostic-là, on peut le faire, qu'aucune mesure importante ne sera prise avant 2027, à moins qu'il n'y ait un scénario incroyable d'un président qui démissionne, une nouvelle dissolution qui, pour une raison qui m'échappe, accoucherait d'une majorité. Parce que même s'il y avait une nouvelle dissolution, ce qui serait possible, il est probable qu'il n'y ait pas vraiment de majorité nette qui se dégage. Du coup, on est dans une situation de total enfermement, de total blocage. Je ne veux pas m'en bouffer la feuille, et donc je laisse la parole aux autres, mais on pourra parler de la seule solution qui trouve un minimum de consensus, c'est l'année blanche. L'histoire de l'année blanche, c'est l'un des éléments. Mais elle crée du clivage. Il y a 50-50 favorables opposés, mais ça crée du clivage. La situation politique que vous décrivez a un côté assez inédit sous la Ve République. Donc, comme c'est jamais arrivé, l'incident de crédit qui n'est jamais arrivé. Non, mais c'est Nicolas, c'est exactement ce que je voulais, le rebond que je voulais faire sur le propos de tout à l'heure, c'est oui, on est la France, oui, notre chute entraînerait tout le reste, mais une situation politique qui fait que tout le monde comprend que rien ne bougera tant qu'on n'aura pas un nouveau président de la République élu, cette situation-là, on ne l'a jamais vécue dans notre pays.
Et effectivement, on a vu que la Grèce, à son époque, ne pesant que 2 à 3% de l'ensemble de la zone euro, a été suffisante pour faire vaciller l'ensemble de l'édifice. On imagine effectivement pas la la même France. capacité à lever les impôts, pas la même On est capacité. d'accord. Eh oui, attendez. Oui, mais Nicolas, l'ancienne sur la France a une telle capacité à lever l'impôt qu'elle est non, mais en je suis pas, sécurité. je suis pas le naïf de service. Je dis pas, ça n'arrivera jamais. Je dis que, évidemment, c'est plus compliqué qu'on le pense. Maintenant, Robin a 100% raison, dans le sens qu'il y a un moment donné, le seul moyen que les choses se règlent, c'est quand même, prenons un foyer pour que nos auditeurs comprennent, quand vous êtes en surendettement, c'est la banque qui vient fermer les robinets, vous n'avez plus votre carte bleue, vous n'avez plus votre chéquier, terminé. Bon ben voilà, ça très clairement, on va pas dire la vérité. Bah si. Oui, non, mais c'est juste l'horreur. C'est ce que disait Robin Et je vais lui donner la parole tout de suite. sur la situation du politique qui préférerait qu'on lui dise, je reprendrai pas les termes, mais c'est de la faute de l'Europe. Et vous comprenez bien que moi, j'aurais jamais augmenté vos impôts, j'aurais jamais réduit de 5% les dépenses de l'hôpital, j'aurais jamais fait ça. Mais c'est l'Europe qui m'oblige. Oui, on voit bien des hommes politiques en France tout à fait capables d'être beaucoup plus à l'aise, dans cette situation. Robin, il va t'en juste le scénario que je décris, c'est le scénario positif. J'ai juste que les choses soient claires. C'est le scénario positif parce que c'est le scénario. Non, mais c'est le scénario où grosso modo on vous dit ce qu'il faut faire et derrière ça a un fort effet de reprise. Le scénario négatif, et c'est celui que tout le monde sous-pondère parce que ce scénario-là aujourd'hui il est en train de devenir le scénario de référence d'une partie du monde économique et du parti du monde politique. Et donc quand les prophéties commencent à circuler, elles deviennent autoréalisatrices. Donc moi je pense que ce scénario c'est le scénario positif. Le scénario négatif que tout le monde sous-pondère, c'est que on va à Francfort, on demande l'activation du mécanisme et vous avez un pays parmi tous autour de la table qui vous disent non, les gars, vous avez trop déconné. En Autriche, vous avez un parti au pouvoir qui est l'extrême droite. Aux Pays-Bas, vous aurez bientôt de nouveau l'extrême droite au pouvoir. Ces gens-là détestent le président actuel français, ont vraiment un contentieux avec la France et avec le fait qu'on n'est pas capable de tenir un mot de nos promesses. Ça fait des plans pluriannuels, comme on vient de le décrire. Ça fait une dizaine d'années qu'on le fait. Donc, il y a un scénario qui est un peu sous-pondéré, à mon avis, aujourd'hui, qui est un scénario où les gens disent non. Ou alors, ça négocie, ça prend 3 jours à négocier. Et en fait, 3 jours, c'est trop quoi, dans ces périodes-là. Donc on a un scénario négatif. Et aujourd'hui, c'est quand même ça qui peut nous pendre au nez. Et il faut bien voir que les efforts à faire seront immenses. Je pense que les gens on voit pas. Quand on dit on baisse les retraites de 5%, vous avez un tiers des retraites qui sont à moins de 1 000 euros. Vous n'allez pas baisser celle à moins de 1 000 euros. Donc ça va être 0% sur celle à moins de 1 000 euros. Celle du milieu sera moins 5, celle du haut sera moins 10. Moins 10, je peux vous dire que les retraités vont commencer à le sentir passer. La dépense de santé en France, si vous voulez vraiment y toucher, il faut aller taper moins 10% à peu près. Donc c'est le reste à charge, vous le doublez pour les Français. Les Français payent à peu près 274 de reste à charge par an. Vous leur dites c'est 500. Donc c'est pas 1 euro par boîte de médicaments là. On est sur des ordres de grandeur. Robin, la négociation se fera jamais d'un coup. Il y aura un plan il faudra présenter un plan d'économie. Le problème, c'est que dans ces moments, Liz Truss, tout doit aller très journée. Liz Truss, si la Banque centrale d'Angleterre n'avait pas répondu 24 heures ou 48 heures après, tout s'effondre. C'est vraiment, ça va très très très. On a frôlé effectivement la banqueroute des fonds de pension britanniques et la Banque centrale est intervenue juste au bon moment. Ouais. Mais un pays peut dire non. C'est possible ça? Sur le TPI? Comme on l'a jamais c'est l'eurosystème. Chacun a une voix. Hein. C'est super sympa cette émission. Un pays qui dit nine, vraisemblablement. Alors effectivement, pas dire non en néerlandais. C'est pas non, c'est nine. Ça c'est pareil. On a compris les pays quoi. Après nous avoir dit pendant des semaines qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts, oui évidemment voilà. On y vient. Donc hier, j'avais dans mon panier les mots année blanche, les mots CSG, les mots abattement sur les retraités. J'avais quoi encore dans mon panier? TVA pas trop. CSG plutôt. ISF, succession. Ouais, succession. Au-delà de 13 millions, bingo. C'est Yael Braun-Pivet qui a pensé à ça. Donc il y a plein d'idées, vous inquiétez pas pour aller prendre des sous. À tout de suite.